C'est un retour aux sources, comme si j'avais vécu là il y a 1000 ans. Je suis un vrai Templier de la famille de La Rochelle. Je pense qu'il y a un trésor. Il y a des choses qui brillent au fond. Je suis descendu et j'ai vu des grandes salles. On nous a dit qu'il y avait encore des grottes sous vos pieds là. Là, il y a vraiment 17 000 ans d'histoire devant nous, quoi. Faut pas voir pour croire, faut croire pour voir. Ils ont vu une vieille dame dans les couloirs. Les Templiers. Tout le monde a déjà entendu parler d'eux, mais finalement, peu d'entre nous savent ce qu'il reste vraiment de leur histoire. Il y a des gens qui t'ont dit des choses ou pas, franchement? Ouais, bien sûr. Bien sûr, Ah il y a ouais, plein de des gens histoires qui ont vu plein de choses. Encore une cavité creusée par l'homme et qui reste mystérieuse. J'avoue que là, il y a quelque chose ici qui est inexplicable. Je suis parti en Corrèze pour explorer des lieux chargés de leur passage, pour comprendre pourquoi ces hommes fascinent encore autant aujourd'hui, et surtout pour tenter de percer certains de leurs secrets. Paris, 1314, Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, meurt brûlé vif sur l'île de la Cité, en emportant avec lui le plus grand secret du Moyen-Âge. 8 siècles plus tard, une question demeure. Les Templiers ont-ils réellement disparu ou leur secret est-il toujours vivant, oublié quelque part sur les terres de Corrèze? Le premier secret qu'il faut percer est simple. Qui étaient vraiment ces Templiers? Au XIIe siècle, cet ordre de moines soldats est créé pour protéger les pèlerins en route vers Jérusalem. Cette ville était alors considérée comme le centre du monde chrétien, intouchable et imprenable. Les Templiers étaient là pour la protéger. Mais ils ne faisaient pas que protéger et combattre. Grâce à leur immense réseau à travers l'Europe, ils géraient aussi l'argent et prêtaient au roi de France. On dit d'ailleurs qu'ils ont inventé une des premières formes de système bancaire. Ils étaient puissants et surtout très riches. Et ça, vous vous en doutez, ça n'a pas du tout plu au roi Philippe le Bel, qui les fait arrêter en 1307. Quelques années plus tard, l'ordre disparaît et la suite, on la connaît. Le grand maître Jacques de Molay est brûlé vif à Paris. Bon, j'ai passé la nuit dans cette maison templière qu'on appelle d'ailleurs une commanderie. En tout cas, je ne peux pas vous dire si je me suis senti bien ou mal, mais je suis là ce matin, donc tout va bien. Je vais vous présenter Aude, c'est la propriétaire des lieux. Et justement, j'ai envie qu'elle me parle de ces mystères qui entourent cette maison. Il y en a quand même pas mal. Bon Aude, j'ai passé une bonne soirée chez toi. Et tu as de la chance parce que tu vis dans une belle maison dont tu es la propriétaire. Mais alors, explique-moi ce que c'est une commanderie au temps des Templiers. Alors une commanderie, ça ressemblait pas à ça parce que c'était quand même avant tout une ferme de rapport. C'est la base arrière pour les Templiers qui combattent en Terre Sainte. Et ici, le but d'une commanderie, c'est de rapporter de l'argent pour nourrir l'effort de guerre, pour élever des destriers, produire de la viande. Et puis c'était aussi pour un but de sécurisation de la région et un but d'hébergement des pèlerins qui passaient. À Jérusalem. Exactement, ou à Saint-Jacques-de-Compostelle d'ailleurs. Qui était le patron de la commanderie? Un commandeur, c'était un Templier, mais élevé parmi ses pairs, qui avait combattu et qui avait mérité d'arriver à ce grade. Un, pour être Templier, il fallait être noble. Exactement. Donc n'importe qui ne pouvait pas être Templier. Et puis deux, pour être commandeur, ça veut dire qu'il fallait avoir fait ses armes sur le champ de Il bataille. fallait avoir survécu. Donc, oui, parce qu'il mourait beaucoup sur le champ de bataille. Beaucoup. Donc ceux qui sont là, en fait, c'était la retraite dorée. C'était aussi des gens qui tout simplement pouvaient plus combattre éventuellement parce qu'ils avaient été blessés en Terre Sainte. Et ils formaient des petits jeunes. Il faut que je te montre la pierre tombale de Élie Cornille. On va aller voir ça dans un instant. Mais quand ils mouraient, ils étaient enterrés où? Ils étaient enterrés sous le pavement de la chapelle. Avant tout, c'était un ordre monastique, les Templiers. Ouais. Donc, dans toutes les commanderies, tu avais forcément une chapelle. Ouais. Donc, ils faisaient leurs heures comme tous les moines. Et ils priaient et ils étaient enterrés là-bas. Tu es en train de me dire que tu vis au-dessus des morts? Ouais.
comment tu crois qu'il y a un charme pareil? T'as des gens qui t'ont dit des choses ou pas? Franchement. Ouais, bien sûr, bien sûr, Ah il y ouais, a plein des de gens histoires qui ont vu plein de choses. Je sais pas du tout si c'est vrai, mais moi j'y crois personnellement pas trop. Il y a les premiers locataires, parce que moi j'ai acheté la commanderie il y a 3 ans, je l'ai mis en location. Les premiers locataires qui sont venus, ils m'ont dit mais Aude, vous nous aviez pas prévenu? Prévenu de quoi? Bah prévenu de la dame, vous l'avez vu quand même. Non, ils ont vu une dame dans les couloirs. Ils ont vu une vieille dame dans Ah, les couloirs. L'angoisse. Qui méritait, qui demandait vengeance parce qu'elle avait été noyée. Mais quelle angoisse! Heureusement que tu m'as pas dit ça hier soir, j'aurais pas dormi chez toi. Hein. Alors Gérald, voilà l'épitaphe très émouvante de Édith Cornil, un jeune templier qui est décédé au combat ici. On ne sait pas exactement comment. Je sais que c'est paradoxal puisque l'essentiel de l'effort de guerre, il était là-bas. À Jérusalem? À Jérusalem. On sent qu'il a été formé par un vieux revenu de la guerre qui est énervé parce qu'il a été imprudent. Je te fais la version française. Édith Cornil gît ici sous ce tombeau. En suivant la milice avec trop peu de précautions, il a trouvé la mort, ce qui n'a pas permis à sa tendre jeunesse de parvenir jusqu'à maturité. Daigne le Père du ciel l'accueillir en sa demeure. Ouais, c'est poétique. C'est poétique, d'ailleurs ça rime en latin. Surtout, je trouve que c'est émouvant de sentir que sa tendre jeunesse, au Moyen-Âge, tendre jeunesse, c'était pas 25 ans. Ah ouais, Ouais. Il mourait très jeune au Moyen-Âge. Très jeune. Ça prouve la sécurisation des pèlerins, tu vois. Ce qui est fou, c'est que cette maison a traversé les siècles, elle est chargée d'histoire. Ouais, c'est ce que j'aime parce que regarde, tu vois, ça c'est la fenêtre à meneaux de la chambre du commandeur. Ok. Et tu vois le blason du commandeur, mais tu vois aussi de part et d'autre, les deux modillons, là, c'est les deux têtes, sans doute, hein, de deux commandeurs du début du XVIIe siècle. C'était à l'époque des Hospitaliers. L'ordre des Hospitaliers a succédé aux Templiers suite à l'arrestation massive de tous les Templiers. De vraiment, chacun a laissé sa trace. Est-ce qu'ils ont la même mission? Presque. En fait, Hospitaliers, ils s'occupent de soigner plutôt les pèlerins, alors que les Templiers les défendaient par l'épée. Et donc, ils avaient le droit de mort par procuration, les Templiers, les Hospitaliers ont presque repris le flambeau. Et d'ailleurs, cette maison, tu t'es battu pour l'acheter, ça n'a pas été simple. Hein. Ça aussi, c'était une aventure, c'était mon aventure à moi. Je suis passée à un cheveu du désastre parce que entre la mort de mes grands-parents et le rachat que j'ai réussi à faire à mes oncles et tantes, il y a eu un laps de temps où elle a été mise en vente. Et c'est vraiment à un matin près, en fait, des gens qui ont voulu acheter étaient prêts à aller signer le compromis. Et puis, heureusement, la femme du couple s'est dit « Non, je vois un bébé mort dans la chambre du commandeur. » Et moi, je peux pas m'empêcher de me dire que ce bébé mort, c'est un peu moi, parce que j'ai dormi quand j'avais 3 jours, j'ai dormi là-bas, dans la chambre du commandeur. Et je me dis, si ça se trouve, c'est l'esprit de moi bébé qui criait « Non, non !» Mais en tout cas, ça m'a sauvée. Ils ont pas signé ce matin-là et j'ai pu racheter juste derrière. Mais finalement, tu es protégée par les Templiers. Franchement, je me suis sentie bénie là, vraiment. Tous les jours, je me dis, mais passer après des hommes pareils, ouais, ça fait... C'est quelque chose que tu portes en toi tous les jours, ouais. Bon, vous l'avez compris, hein, les Templiers étaient des moines soldats, donc combattants bien sûr, mais pas que. Ils étaient également très croyants. J'ai rendez-vous maintenant avec Marc-Olivier Agnès. Il est guide spécialiste de cette époque et il m'attend à la chapelle de Varès. Alors franchement, on m'a beaucoup parlé de ce lieu parce que il y a quelque chose d'assez mystérieux à l'intérieur, paraît-il, et notamment des passages souterrains qui s'enfoncent dans la terre et hop, qui s'échappent dans la campagne. Alors j'en sais pas plus, j'espère juste que Marc-Olivier va me mettre sur la trace de ces Templiers et peut-être peut-être du trésor. Je suis quand même pas venu pour rien, non? Salut Marc-Olivier. Elle est étonnante cette petite église. On s'y sent, enfin, moi je m'y sens bien. Pour l'instant, je ne sens pas de présence particulière. Mais il faut quand même que tu me dises quel est son lien avec les Templiers. Nous sommes ici au petit hameau de la Chapelle, qui était une ancienne dépendance de la commanderie de Mons. Et en fait, ici, c'est un lieu de production agricole qui venait à alimenter les productions de la commanderie. Donc on est vraiment sur un lieu de possession, ex-possession des Templiers puis des Hospitaliers. Quelle est la particularité de cette chapelle? C'est une de ces cloches. Elle est marquée d'une croix pérodée, c'est-à-dire qu'elle est montée sur des marches d'escalier, au bout desquelles on trouve des croix de Malte, qui symbolisent, selon la hiérarchie du chevalier qui l'a financé, un nombre de marches correspondant à son grade. Donc là, on sait qui est le propriétaire, celui qui a payé cette cloche-là, selon son grade. Oui, exactement, parce qu'en plus, on a la chance d'avoir un blason familial des Aubusson. Et les Aubusson étaient très implantés dans la région, et notamment Pierre, qui a été grand maître de l'ordre de Malte.
J'ai aussi entendu parler d'une relation avec le soleil. Alors ça, c'est très mystique. C'est très particulier. Cette chapelle est décalée de plus de 30 degrés vers le nord. Vous savez que normalement, les chapelles sont orientées plein est, à 90 degrés, en termes d'azimut. Mais là, on est décalé de 30 degrés. Cette orientation correspond au lever du soleil au solstice d'été. Ce qui veut dire que le rayon du soleil tous les 21 juin traverse la chapelle. Se lève et dans l'axe de la chapelle. Et ça, c'est certainement lié à un héritage beaucoup plus ancien, de rites païens. On est sur un site qui a été occupé par l'homme depuis très longtemps, on n'est pas loin de la vallée de la Vézère, les hommes préhistoriques, on a trouvé des silex ici. Donc il y a toujours ici, on pense, un lieu de culte qui a perduré, qui a été récupéré, et cette chapelle respecte cet ancien alignement, ce qui est un très beau clin d'œil en lien avec la nature. Il faut aussi que tu me parles des trappes que je vois là, parce que dis donc, j'ai l'impression qu'il y a du monde sous nos pieds là. Oui, effectivement, cette petite chapelle est directement posée sur le rocher et on trouve deux trappes assez étonnantes. L'homme a creusé le rocher pour aller s'enfoncer sous terre. Tu veux qu'on la soulève? Ah bah bien sûr. Allez, hop. Ah ouais, c'est fou ça. On ne sait pas vraiment à quoi correspondaient ces trappes, certainement un lieu de cache pour des silos à grains, mais la tradition orale ici nous rapporte qu'il y aurait des liaisons aux alentours. Comme tu peux le voir, il n'a pas été déblayé, il est bouché. Mais par contre, si on va voir les voisins, là tu vas pouvoir rentrer dans de véritables souterrains. Oh, j'adore. Allez, on y va. Salut Jean-Pierre. Salut, bienvenue dans nos souterrains. Ah oui, tu veux vraiment qu'on aille là-dedans? Tu vas voir, c'est simple. Eh ben écoute, je t'en prie, vas-y, passe en premier. Waouh! Ah ouais, elle est incroyable cette salle aussi. Hein. Encore une cavité creusée par l'homme mais qui reste mystérieuse. C'est fou parce que franchement, on marche sur la trace des Templiers, mais on n'a aucune preuve vraiment qu'ils aient été ici. Alors, à l'époque des Templiers, on sait que ces grottes existaient, donc ils les ont certainement utilisées. Ouais, donc ils sont passés ici quand même. Notamment par ce petit souterrain, j'imagine. Écoute, je t'invite à y jeter un œil. Dis donc, excuse-moi, mais dans mon esprit, les Templiers sont des chevaliers, donc des gars costauds, tu vois, avec leur armure. J'ai du mal à comprendre comment ces hommes-là pouvaient passer dans des boyaux aussi étroits. Alors déjà, a priori, au Moyen-Âge, les hommes étaient plus petits. Ouais. Et d'une. Et de deux, les Templiers n'étaient pas tout le temps en armure. Ils étaient habillés légèrement en robe de bure, c'était des religieux. Pas de problème pour passer dans un boyau comme ça. Ah la vache! Bon, j'y vais. Ah! Là, il y a un côté sacrément mystérieux. Alors ici, on est dans une cavité creusée par l'homme qui est un peu spéciale. Parce qu'aux deux extrémités, on trouve des puits. Ouais. Un qui va au jour et un qui s'enfonce en profondeur de la terre. Tu es en train de me dire que là, sous l'eau, il y a 4, 5, 6 mètres de profondeur. Exactement. D'accord. Mais on sait à quoi servait cet endroit ou pas tellement? Alors on a des hypothèses. La première, c'est comme on a une fonction de puits, paradoxalement qui n'a pas de source, Ouais. peut-être qu'il récoltait l'eau pluviale. Par contre, c'est un site absolument idéal pour cacher quelque chose. Le fameux trésor des Templiers. Une partie en tout cas. Non, mais il y a déjà quelqu'un qui a plongé là, forcément. Ça a été exploré, ça. On n'a pas encore pu aller jusqu'au fond. Il y a de l'eau. Il faut Olivier. récupérer. Ce qui était mystérieux, c'est que quand moi je l'ai récupéré, bon, c'était ici noyé de boue et d'eau jusqu'en haut. On a tout nettoyé. Du côté du puits, on a trouvé de manière assez étonnante des strates de pierre, de terre, de pierre et de terre, de manière très méthodologique. Alors pourquoi? Ce qui veut dire que quelqu'un a essayé de cacher quelque chose. Je peux pas tout te dire, mais effectivement, il y a au fond quelque chose d'assez intéressant, mais je peux pas aller plus loin, on va rester là-dessus. Bon, Jean-Pierre, on arrive chez toi là. Eh oui, on arrive chez moi, une maison du XIIe siècle, Templière. templière. Comment tu sais qu'elle est templière, franchement? Je vais vous faire voir. T'as une très jolie cave, franchement. Merci. Félicitations. Mais qu'est-ce qui me prouve que cette cave date de l'époque des Templiers? Là, au-dessus, vous avez ma maison, avec deux boyaux, un à droite et un à gauche, Ouais. qui permettaient aux gens de s'échapper s'ils étaient attaqués. D'accord. Et il faut s'imaginer qu'ici, il y avait un plancher qui reliait les deux. D'accord. Et ce plancher pouvait s'enlever
de façon à laisser le trou et que personne ne pouvait les suivre. Mais ce tunnel là, il va où? Ce tunnel accède à d'autres salles Ouais. de façon à se protéger et à chaque salle se fermait avec des madriers. Ok, donc là ils étaient peinards. Ah, ils étaient peinards. Et quand les agresseurs étaient partis, eh bien hop, ils faisaient marche arrière et ils revenaient chez eux. T'es déjà allé dans ces salles? Tu les as vus? Je les ai vus, je suis descendu dedans et j'ai vu des grandes salles. Il y a quoi aujourd'hui dans ces cavités? Il n'y a rien, il y a juste à voir, c'est creusé, c'est des grandes salles. Ok, donc on peut encore imaginer, Marc-Olivier, que là, ils planquaient quelque chose, les Templiers. Enfin, C'est un dispositif qui est complètement adapté effectivement à cacher des choses, certainement des denrées agricoles, mais au milieu des denrées agricoles, on peut imaginer qu'on pouvait cacher autre chose. mais toi, tu penses qu'il y avait un trésor? Je pense qu'il y a un trésor. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'on a des caches dans des poutres dans ma maison. Et s'il y a eu des caches, il y a des caches autre part. On n'en a pas encore trouvé, mais... Mais tu creuses ou pas? Alors, je creuse puisque je répare la maison et tout ça, mais par contre, j'ai un puits encore à vider. Donc peut-être que tu vas trouver un trésor. Ah, peut-être, peut-être. Il y a des choses qui brillent au fond. Et dans ta maison, vu que elle a quand même quelques siècles derrière elle, 12e, je crois que tu m'as dit, t'as trouvé des choses fascinantes, mystérieuses? Eh ben, j'ai une cheminée, une très belle cheminée, avec un blason. Ouais. Ce blason-là, un coup mis sur ordinateur avec l'aide de Marc-Olivier, eh bien, nous avons découvert qu'il y avait la croix de Malte cachée dans Dans ce le blason. Dans le blason. Ah ouais. Donc tous ces éléments disent qu'il y a plein de mystères encore à découvrir dans cette maison. Est-ce que tu sens une présence? Ressentir, non, mais on s'est tout le temps bien senti et tous les gens qui viennent nous voir nous disent « Oh, je me sens bien dans cette maison, j'habiterai bien cette maison ». La dernière personne qui est venue nous ont dit qu'à côté de la cheminée, il y a un flux ascendant et un flux descendant. Ah attends, ça veut dire que ça, il y a des cavités en dessous. On nous a dit qu'il y avait encore des grottes sous vos pieds, là. Les Templiers, pour moi, ça reste encore un mystère. J'imagine dans cette grotte ou dans ma maison, voir des hommes en tenue et puis les voir dedans avec le bruit. Et je suis très fasciné par ça. Et recule un petit peu, lève la tête et regarde, qu'est-ce que tu vois là-haut? Une croix. Il y a 2 croix des Templiers. Je vais te faire voir une autre croix. Voilà la croix. Elle a été authentifiée, celle-là? Ah oui, elle a été authentifiée et puis répertoriée sur des papiers authentiques. Elle est officielle. Ah, elle est officielle. C'est une vraie maison templière et écoutez, maintenant il ne reste plus qu'à trouver des trésors. Je suis pas sûr d'avoir le courage de vivre dans ce genre de maison, moi. Alors, vous savez, les Templiers se sont installés vraiment partout sur le territoire français, pas qu'en Corrèze, bien sûr. Justement, je vous propose un petit pas de côté. On va en Dordogne. C'est le département limitrophe de la Corrèze, parce que là, il y a le château de Comarque. On m'a dit beaucoup de choses sur ce château. Il paraît qu'il y a de nombreux mystères. On va essayer d'aller en percer quelques-uns. Bonjour Gérald, bienvenue au château de Comarque. Merci. Alors écoute, je suis ravi d'être là parce que depuis ce matin, je vis quand même des choses assez fortes en émotion. Et c'est la première fois que je me trouve au pied d'un château templier. Le château de Comarque, il est hospitalier, il n'est pas templier. La confusion est très fréquente. Ce sont 2 ordres qui ont vécu à la même époque, qui ont eu les mêmes combats et qui sont un peu sur le même terrain géographique. Mais les hospitaliers, ils ont été créés un tout petit peu avant. Vers la fin du XIe siècle, ils ont créé des hospitalices, des lieux où ils recevaient les pèlerins en Terre Sainte et ils leur prodiguaient des soins, mais aussi le gîte, le couvert, pour leur donner ensuite les forces de reprendre leur pèlerinage. Les Templiers, eux, ont été créés dans le contexte des guerres dites de croisades. Ce sont des moines qui ont pris les armes, qui sont devenus chevaliers pour défendre les pèlerins en Terre Sainte. Et quelque temps plus tard, les hospitaliers ont décidé de faire comme eux. Ils ont gardé les hôpitaux, mais ils ont également pris les armes. Et comme ça, tous les pèlerins qui pouvaient être pris entre 2 feux lors des croisades, eh bien, avaient des chevaliers directement avec eux pour les protéger. Dis donc, vous avez mis les moyens parce que t'as quand même un gars là-haut, un comédien en costume. Non, c'est pas un comédien, c'est l'ange gardien du château. Et accessoirement, c'est un vrai chevalier templier. Il va t'expliquer. Bonjour, alors je sais pas comment on dit, monseigneur le chevalier, Jean-Sébastien. Bonjour, ça suffira. Ça sera plus simple. J'ai bien compris que tu étais un vrai chevalier, c'est ce que m'a dit Caroline, t'es pas un comédien. D'où vient cet engagement? Depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé d'être chevalier.
Ok, mais t'étais dans des associations, tu jouais au chevalier à la maison? Oui, je jouais au chevalier, mais surtout j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs familles de France qui m'ont adoubé. Réellement adoubé? Réellement adoubé. Et comment on se fait adouber? Il y a des étapes à passer? On passe des épreuves, on montre l'esprit, le cœur, la vaillance, la ferveur, le courage, la détermination. Et quand tu arrives ici à Comarque, tu poursuis ton engagement ou là c'est juste pour divertir le touriste? C'est plus qu'un engagement, c'est un retour aux sources, comme si Attends. j'avais vécu là il y a 1000 ans. C'est un retour aux sources comme si... Qu'est-ce que tu es en train de me dire? T'es réincarné? Absolument. J'ai l'impression d'être incarné. Quand je suis arrivé la première fois à Comarque, je me suis mis à pleurer pendant une demi-heure sans savoir le pourquoi du comment. Moi je suis là pour t'enseigner, te montrer les valeurs d'un chevalier et démontrer aux gens que la valeur du courage et du cœur existe encore. Mais c'est un peu comme les hospitaliers finalement. Alors oui, absolument. Sauf que nous avons une foi un peu particulière. Nous croyons vraiment à la Sainte Croix. Les hospitaliers sont plus dans l'ordre de la médecine approfondie que nous sommes aussi sur les champs de bataille. Et ça arrive que selon les lunes ou les saisons, on peut sentir la présence d'autres chevaliers. Toi tu le vois différemment le château? Oui, je le vois quasiment complet, reconstruit comme il était. Là moi je vois un trou avec de l'herbe, toi pas du tout, tu vois une maison. Ouais, je vois une écurie. Là? Ouais, Et là tu vois l'écurie avec les je chevaux. vois une écurie, ouais. D'accord. T'es particulier toi quand même, non? Bah, c'est... Ouais. C'est dans nos gènes, mais tout le monde a cette faculté. Bah moi je l'ai pas. Hein. C'est parce que t'as pas ouvert la porte, Et comment on ouvre la porte? en ouvrant son cœur. T'es en train de me dire que j'ai pas de cœur? C'est pas ce que je veux dire, mais pour voir les choses, il ne faut pas voir pour croire, il faut croire pour voir. Que tu travailles ici, mais dans ton quotidien, comment ça se manifeste? Des ressentis profonds, des analyses de personnes que je connais pas qui, eux, m'ont vu là-haut, en bas, et du coup... Attends, t'es en train de me dire qu'il y a des gens qui t'ont vu là-haut dans le donjon alors que t'étais en bas à la billetterie? Absolument. Et du coup, c'est impressionnant quand on est en bas et qu'on dit « Ah, bah, je vous ai vu avec la croix du temple en haut. Mais attendez, madame, je suis là. Non, non, mais je vous ai vu. » Et c'est là que j'apprenais que c'était des médiums. Ah ouais, mais ça arrivé une fois, c'est peut-être, tu vois, une dame un peu bon... Ça arrivait plusieurs fois en plusieurs années avec des personnes qui ne se connaissent pas. Bah écoute, c'est passionnant, t'as l'air très à l'aise là-dedans, quoi. Je suis un vrai templier de la famille de La Rochelle. D'accord. Donc je pense templier, je respire templier, je mange templier, je vis templier, je suis templier. Tu me racontes pas une histoire? Ah non. Il y a quand même un mystère qu'on n'a pas éclairci. J'ai entendu beaucoup de contes et légendes sur Comarque, notamment l'histoire d'un cheval qui serait mort quelque part par là. C'est pas tout à fait un cheval qui est mort, c'est plutôt l'histoire de son cavalier qui était amoureux de la fille du château de Comarque. Et les deux parents étaient en guerre et du coup c'était un amour un peu interdit, Roméo et Juliette. Ouais. Du coup le père a capturé le jeune chevalier, l'a perdu dans les tourbes, l'a enjôlé, l'a torturé, l'a décapité. Sympa. Et depuis, de temps en temps, le cheval apparaît dans la plaine et cherche son cavalier. Bon, toi, j'imagine qu'en étant historienne très terre à terre, ça ne parle pas du tout. Tu dis oui, c'est joli, mais enfin, c'est une histoire, quoi. C'est vrai que les histoires de fantômes, c'est pas vraiment ma sauce en Ouais, c'est ça, général, c'est pas ton mais truc. j'avoue que là, il y a quelque chose ici qui est inexplicable. Mais peut-être que Jean-Sébastien peut te montrer, tu comprendras mieux. T'as une preuve? Il y a quelques années, nous avons une troupe de mercenaires qui a logé sur la plaine, là, derrière nous. Ton reconstitution? Ouais, ils ont eu la chance de pouvoir faire une photo qui nous a révélé la présence du cheval. Ah la vache! On dirait un cheval, non? On dirait un cheval. Mais on a tous joué à voir dans les nuages des animaux et des dragons. Sauf que cette photo est partie à Paris avec la photo d'origine, expertisée et elle a été validée Elle est authentifiée, il n'y a aucun trucage. Et authentifié par qui? par un expert qui s'occupe des faits et des phénomènes paranormaux. D'accord. Bon, écoute, en effet, c'est troublant. Bah, je peux pas dire autre chose. Je suis comme toi, je suis un peu troublé par la photo. Ouais, je suis un peu troublé. En même temps, encore une fois, je reviens sur le truc, mais moi j'ai aussi entendu parler d'une sculpture de cheval. Est-ce que la légende ne viendrait pas de là? Oui, Elle est où cette effectivement. sculpture? On a une grotte préhistorique juste derrière nous et on a un cheval à l'intérieur, à échelle 1, qui a été sculpté il y a à peu près entre 15 et 17 000 ans. C'est dingue. Là, on est vraiment sous le château, là. On est sous le château. Donc là, il y avait des hommes préhistoriques? Bien sûr. C'est flippant. Il est là. Il est là. Là, t'as l'œil, t'as le museau là, ici le museau, la narine,
Et là, la bouche. Voilà, et ça se continue. Ah la vache, c'est incroyable. regarde. Ah ouais, c'est Là. dingue. Oh, c'est incroyable. Ah, Ça, c'est un vrai beau moment parce que là, c'est un des plus beaux trésors qu'on a ici. il y a vraiment 17 000 ans d'histoire devant nous, quoi. Oui, et puis c'est ça. admirable en termes de technique parce que tous les reliefs naturels de la paroi ont été exploités. Donc on est venu souligner avec des traits certains reliefs préexistants. On a vraiment fait ressortir une image quelque part que la paroi nous offrait de base. Ça, c'est un vrai beau cadeau pour ma visite. Merci. Avec plaisir. Dernier mystère à percer sur la route des Templiers. Les Templiers, ces chevaliers, c'était quand même des grands costauds pour aller guerroyer. J'ai envie de savoir ce qu'ils mangeaient à l'époque. On rentre en Corrèze à la commanderie d'Aude parce que là-bas nous attend Laurent. Il est spécialiste de la cuisine médiévale et à mon avis, il va vous ouvrir l'appétit. On y va. Bon, Laurent, Gérald, je suis ravi de te rencontrer. mais de même, Parce que moi, j'ai quand même un dernier mystère à percer ici en Corrèze. Tu t'en doutes. qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque? Bah évidemment. Tu es passionné de cuisine médiévale. Oui. Comment tu arrives aujourd'hui, en 2026, à sourcer les recettes que tu proposes aux gens comme moi? Parce qu'on en a retrouvé justement des livres de cuisine qui nous sont parvenus jusqu'à présent, grâce justement aux moines. Et donc ça fait que l'on a des sources, comme tu dis, des recettes que l'on avait à l'époque. Donc aujourd'hui, tu arrives à retrouver les fruits, les légumes, les denrées en fait périssables de manière générale, fait. que les Templiers mangeaient. Et que parfois on a un peu oublié, j'imagine. Certaines, on les a oubliées, mais reviennent au goût du jour. Les fameux légumes oubliés. Voilà, Bon alors je teste et j'essaie de découvrir ce qu'il y a dedans. pas de souci. Ok, là rien qu'au visu, hein, je peux te dire que ça ressemble à une fondue de poireaux. Tout à fait. Ça c'est du poireau, c'est sûr. Oui. Donc il y a de la poitrine, d'accord. Si, il y a de la béchamel, de la crème. Non plus. Pas de crème? Non. Des oignons, de la poudre d'amande et du lait d'amande. Ah la vache. Mais ça sent pas du tout l'amande. Bah, c'est ce qui sert de liant Ah ouais. là-dessus. Non, c'est hyper bon. Hein. Allez, on passe à ce plat-là. Bon, ça c'est du poulet, c'est sûr. Oui. Mais à quoi? Tu vas me dire. Non, je sais pas, franchement. Hein. Au citron. Au citron? Oui. Oh, il est fondant ton poulet. Ça a mijoté pendant un certain temps. Poulet citron, c'est très exotique ça. Mais ils ont ramené Ah oui, de Jérusalem. des croisades de l'Afrique. Eh oui, bien Ils ont sûr. ramené plein d'épices Eh oui. et Ah des ouais. fruits, légumes, etc. D'où vient ta passion de cette cuisine médiévale? J'ai toujours aimé faire la cuisine. Et quand je me suis mis au médiéval, ça a coulé de source. D'accord. Ça a coulé de source de faire la cuisine. Cette cuisine médiévale n'a pas encore livré tous ses secrets. On cherche toujours à découvrir l'ensemble de cette cuisine. Bon voilà, j'espère que je vous ai donné envie de venir, hein, comme moi, marcher sur la trace de ces Templiers ici en Corrèze. Franchement, c'était intéressant. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais c'était poignant. J'ai rencontré des gens formidables. Mon seul regret, c'est un, que j'ai pas percé tous les mystères, et deux, j'ai pas trouvé le trésor. Ça, c'est un problème quand même. Peut-être que vous aurez plus de chance que moi si vous venez ici, et vous trouverez ce fameux Graal templier. Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à vous liker et puis vous commenter, j'ai hâte de vous lire. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure en région avec de nouveaux mystères à percer. Ciao.